Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'énergie atomique, au plan ambitieux de l'Égypte pour l'agenda 2030 et nous allons consacrer notre rencontre au plan ambitieux de l'Égypte vis-à-vis de l'énergie renouvelable et de l'énergie propre, vis-à-vis de l'environnement qui est au cœur de ses priorités, vis-à-vis de la préservation de la biodiversité et autres, et donc aussi aux fins pacifiques auxquelles l'Égypte aspire quant à l'utilisation de l'énergie renouvelable. Et dans ce sens, l'Égypte a ses centrales, la centrale nucléaire d'Al-Dab'a dans le gouvernorat de Matrouh sur la Méditerranée. Nous allons jeter la lumière sur les modalités de fonctionnement de cette centrale et l'importance de cette centrale. Nous allons aussi focaliser notre débat sur le développement du nucléaire en Égypte et comment assurer l'approvisionnement en électricité bas carbone et aussi au niveau de la coopération électrique de l'Agence internationale de l'énergie atomique AEA. Et dans ce contexte, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a tenu une rencontre avec le directeur général de l'AEA, M. Raphaël Grossi. Et donc, pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Hani Abdelaziz, qui est ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Dr Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci Madame de m'avoir invité. Docteur Hani Abdelaziz, l'Égypte a un plan très ambitieux vis-à-vis du nucléaire en Égypte, vis-à-vis de l'approvisionnement en électricité bas carbone, vis-à-vis de ces forêts d'énergie éolienne et solaire, et de manière à se passer graduellement de tout ce qui est polluant. On aimerait jeter la lumière tout d'abord sur la centrale nucléaire que nous avons, la centrale d'Al-Dab'a, qui se trouve dans le gouvernorat de Matrouh sur la Méditerranée. Quelles sont les principales caractéristiques de cette centrale, les fins au niveau de l'utilisation? Dans quelle mesure pouvons-nous profiter de cette centrale? Merci. Laissez-moi tout d'abord souligner que l'utilisation du nucléaire en Égypte se limite exclusivement, et je souligne exclusivement, aux fins pacifiques. Il faut être clair là-dessus, puisque l'Égypte fait partie des conventions de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, qui permettent l'inspection des installations égyptiennes pour s'assurer qu'elles soient conformes aux utilisations uniquement pacifiques. La centrale de Dab'a, qui est composée de 4 unités, vient à un moment crucial, qui, à mon avis, est en retard d'au moins 20 ans. Cette centrale aurait dû être examinée durant 20 ans, puisque son exécution durera 12 ans et coûtera environ 30 milliards de dollars. Mais c'est un pas très important, faut mieux tard que jamais, car l'utilisation pacifique de l'énergie atomique qui va commencer par ces centrales pourrait avoir beaucoup d'autres intérêts et domaines d'application dans le contexte, vous l'avez très bien dit, de la diversification des sources d'énergie en Égypte dans l'horizon 2030 qui est le plan égyptien dans ce domaine. Que ce soit par les forêts éoliennes, où il y a des centaines, sinon des milliers d'éoliennes sur la mer Rouge. C'est quelque chose d'épatant et qui fait vraiment plaisir à voir. Ce qui fait encore beaucoup plaisir, c'est qu'une partie de ces éoliennes est fabriquée en Égypte. Donc ça progresse. Nul n'ignore par exemple que la plus grande station d'énergie solaire qui est à Assouan est la plus grande du monde. Elle n'est concurrencée que par une autre installation au Maroc, par exemple, qui est un peu moindre à mon avis, un peu moins grande. Donc il y a cette stratégie et cette volonté égyptienne de développer ces sources d'énergie et de les diversifier pour ne pas dépendre d'une seule source. Le gaz est une source formidable qui comble actuellement un domaine très important
et qui a permis à l'Égypte, par exemple, de ne plus importer de gaz naturel. Maintenant, l'Égypte, avec la coopération d'autres États du sud de la Méditerranée, liquéfie le gaz et le transporte vers l'Europe. Je citerai dans le domaine de l'énergie en général que l'Égypte avait commencé des discussions en vue de négociations réelles avec l'Allemagne, par exemple, pour la fourniture et l'exportation d'énergie électrique par le biais de la Méditerranée et de la Grèce. Le Premier ministre grec, il y a un mois, dans une conférence de l'Union européenne, l'a dit clairement que la Grèce devrait devenir un État pivotal dans la fourniture d'électricité à l'Europe à des sources égyptiennes. Donc cela est très important. Mais ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est l'acquisition de technologies nucléaires en matière pacifique via cette station d'El Dab'a, qui permettra l'exploitation, par exemple, et la création de stations de désalinisation en utilisant le nucléaire, par exemple. C'est envisageable, ce n'est pas encore dans les plans réels, etc., mais ça devrait combler tout de même une partie du déficit égyptien en eau potable et en matière d'irrigation. Le deuxième sujet aussi important, c'est que l'acquisition de ces connaissances technologiques qui va se faire à un certain niveau, elle ne sera pas complète. Elle ne sera pas complète puisque nous savons que l'Égypte a subi par exemple des retards depuis la création de la première centrale de recherche dans la matière dans les années 50, début des années 60. Mais tout de même, c'est un retard que nous devrons rattraper très rapidement et pouvoir fournir à nos frères sur le continent africain et dans les pays de la région une certaine expertise, au moins dans le domaine de l'évaluation des offres, pour élargir l'utilisation pacifique, je répète, de l'énergie nucléaire. Mais ceci me mène à une question politique. Je ne sais pas quelle sera votre réaction à ce sujet-là. L'Égypte soumet ces installations aux exigences et à l'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais d'autres États pas. D'autres États pas. Israël, qui est connu pour avoir des connaissances, sinon des armes nucléaires, refuse jusqu'à aujourd'hui de se soumettre aux exigences de l'agence internationale. Et elle est appuyée, sinon tout le monde se tait, sur ce fait. Ce qui fait qu'il y a tout de même une épée de Damoclès sur tous les États de la région par cette différence. Un seul État nucléaire qui possède ou pourrait produire immédiatement et très rapidement un nombre important d'armes nucléaires tactiques ou autres, tandis que les autres pays n'en ont pas le droit. Je suis à 100% en faveur de l'utilisation pacifique du nucléaire. Mais pour ceci, et pour créer un équilibre dans la dissuasion dans la région, il faudrait aussi que tous les États de la région rejoignent tout de même le principe d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient ou au sud de la Méditerranée aussi, et qu'elles rejoignent toutes avec des efforts communs de la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, par le biais de l'Union européenne, la puissance d'aujourd'hui, les États-Unis, pour faire pression sur Israël pour rejoindre pour qu'il y ait un équilibre tout de même dans les efforts de transition vers une paix durable et stable dans la région sur une base équilibrée et juste. Effectivement. Dans ce sens, il faut dire que le chef de l'État a tenu une rencontre avec le directeur général de l'AEA, M. Raphaël Grossi. Le directeur général de l'AEA a affirmé le plein soutien de l'agence au projet de centrale nucléaire d'Al Dab'a, qui est une étape importante et majeure dans les utilisations, et nous le soulignons encore une fois, pacifiques de l'énergie nucléaire en Égypte. Raphaël Grossi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre de sa visite officielle en Égypte. Nous allons voir les détails dans ce compte rendu.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu jeudi 16 décembre M. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en présence du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chakel, et du ministre des Affaires étrangères. Le chef des services de renseignement a également assisté à la rencontre. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président s'est félicité de la visite du directeur général de l'AIEA en Égypte, saluant ses efforts pour activer le rôle important de l'agence dans le cadre de l'utilisation des sciences et de la technologie nucléaire dans le monde. Il a à cet effet rappelé le plein soutien qu'apporte l'Agence internationale aux efforts visant à répandre la paix et la sécurité à l'échelle mondiale, notant que l'AIEA est chargée d'une grande responsabilité dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans la région. Le président al-Sisi a également évoqué la disposition de l'Égypte à tirer parti des utilisations pacifiques de l'énergie atomique au profit du processus de développement à travers la création de la centrale nucléaire d'Al-Dabaa et son souci de renforcer les relations de coopération avec l'agence internationale et de même bénéficier de son expertise pour appliquer les normes internationales dans le domaine des mesures de la sécurité nucléaire. Le porte-parole a précisé que le directeur général de l'AIEA a fait l'éloge des contributions importantes de l'Égypte sur les deux plans régional et international dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Il a aussi affirmé le soutien total au projet de la centrale nucléaire d'Al-Dabaa en tant qu'une étape très importante à propos des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire en Égypte, ce qui vise à promouvoir le processus de développement en Égypte afin de devenir l'un des pays pionniers les plus importants dans ce domaine au niveau de la région. Il a également exprimé l'aspiration que ce projet représente un modèle de coopération bilatérale fructueuse entre l'agence et l'Égypte. Le président al-Sisi a par ailleurs examiné avec son interlocuteur les moyens de coopération entre l'Égypte et l'AIEA dans le cadre de l'initiative que l'agence vise à lancer sous le titre de Rayon d'espoir pour traiter les patients cancéreux en Afrique, en sélection d'une des principales institutions médicales égyptiennes qui a acquis une grande expérience dans ce domaine parmi les centres régionaux qui vont fournir le soutien technique nécessaire à l'initiative au sein du continent. Ils ont de même évoqué l'accueil par l'Égypte en 2022 du prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, et la possibilité de bénéficier de l'organisation de cet événement grandiose pour souligner l'importance du rôle de l'énergie propre pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et lutter contre le changement climatique, principal objectif de l'Égypte qui s'emploie à atteindre à travers le projet de la centrale nucléaire d'Al-Dabaa. Nous allons poursuivre notre entretien avec Dr Hani Abdelaziz, qui est ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Dr Hani Abdelaziz, pour avoir une centrale aussi importante ainsi que d'autres centrales qui sont envisagées, il faut évidemment des formations pour le personnel en matière de maintien, en matière de résolution de problèmes et en matière de développement. Dans quelle mesure ces projets sont mis en place déjà ? Regardez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ces questions sont sûrement contractuelles, où il y a des annexes au contrat initial qui contiennent toutes les conditions nécessaires à la formation, mais aussi à la supervision, parce que je m'imagine qu'il y aura des experts russes pendant une certaine période au moins, et peut-être une période assez prolongée, pour suivre l'exécution du projet, qui va s'étaler, comme je l'ai déjà dit, sur 12 ans. Ce n'est pas beaucoup, 12 ans, pour un tel projet gigantesque. Ça a commencé depuis déjà combien d'années ? Les premières discussions ont commencé en 1995. Donc tout de même, donc on en a encore pour 12 ans. On en a encore pour 12 ans. Mais un peu moins peut-être que 12 ans, étant donné que je pense que les premiers permis de construction de la centrale ont été déjà octroyés récemment. Ce qui, à mon avis, mais ça ne fera pas une grosse différence, parce que dans des projets comme ça, il peut y avoir toujours quelques délais, quelques complications en cours d'exécution, d'amélioration, peut-être de nouvelles technologies qui vont apparaître, surtout en matière de sécurité et de sûreté, de sûreté physique des installations et des travailleurs qui seront dedans. Mais il y aura sûrement dans le volet formation beaucoup de la formation pour beaucoup de techniciens égyptiens dans le domaine pacifique, bien entendu.
et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette formation pourra s'étendre par le biais de l'Égypte vers d'autres pays de l'Afrique subsaharienne et d'autres pays de la région du Moyen-Orient ou la côte sud de la Méditerranée. Donc c'est un investissement important qui ne se limite pas, il faut le voir dans le contexte général, comme je l'ai dit, de la diversification des ressources, mais aussi de la formation, puisque nous serons le premier pays en Afrique et le premier pays au Moyen-Orient d'avoir une centrale électrique nucléaire. C'est un fait. C'est un fait. Donc nous serons les premiers à connaître en partie, pas nécessairement tout, les éléments technologiques nécessaires au fonctionnement, au bon fonctionnement d'une telle centrale et l'organisation du travail, faire face, comme vous l'avez bien dit, aux imprévus, aux problèmes qui pourraient arriver. Mais je voudrais souligner tout de même que les 4 unités sont des unités apparemment très développées. C'est le dernier cri chez nos amis russes dans le domaine et qui probablement est au même niveau, sinon plus avancé que beaucoup d'autres pays occidentaux. Je répète que je ne suis pas expert, mais je suis sûr que les experts égyptiens en la matière ont fait un bon choix, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, parce que le financement aussi fait partie du package, je dirais, du contrat en général. C'est-à-dire, si je le crois, c'est un prêt à long terme de la part de Russie, à très peu d'intérêt, ou peut-être pas du tout, à 3%, très peu d'intérêt, ce qui est formidable, surtout avec la hausse attendue des taux d'intérêt un peu partout dans le monde. Donc je pense que c'est une bonne affaire sur le plan technologique, sur le plan politique d'abord, sur le plan technologique et sur le plan économique et financier, avec des répercussions qui vont servir des générations d'Égyptiens, d'Africains et de Moyen-Orientaux. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est sûr qu'au niveau du rendement, une centrale électrique qui fonctionne avec le nucléaire a beaucoup plus de rendement. Mais qu'en est-il quant à la sécurité? Parce que cette centrale se trouve à 250 km de la ville d'Alexandrie et peut-être que des gens pourraient s'inquiéter un petit peu au niveau de tout ce qui est sécurité quant aux centrales. Donc est-ce qu'il y a des répercussions à appréhender quant au principe de centrale nucléaire? Regardez, je ne suis pas technicien en la matière. Mais je veux dire que dans tout projet de cette dimension, de cette envergure, il y aura des détracteurs qui vont de temps en temps lancer des idées, à mon avis, très farfelues pour détruire l'image d'un tel projet grandiose. Je suis convaincu que la technologie actuelle donnera totale satisfaction au niveau de la sûreté. Je n'ai aucune inquiétude. Si j'avais cette inquiétude, je ne serais pas là, madame, pour appuyer un tel projet. Non, je n'ai pas d'inquiétude du tout, je n'ai pas à y réfléchir, absolument pas. Il faut se fier tout de même à l'expertise russe en la matière qui remonte tout de même à plus d'un demi-siècle. C'est vrai qu'ils ont eu à Tchernobyl un certain problème. Mais nous avons vu la même chose au Japon, et encore pire au Japon. Nous avons vu la même chose dans une centrale nucléaire en France. Donc il ne faut pas exacerber les choses, je dis, par des détracteurs qui sont des détracteurs simplement. La critique, oui, la bienvenue, si on peut améliorer peut-être encore. Mais moi, vraiment, j'ai totale confiance dans le projet. Il faut dire que la centrale nucléaire d'Al-Dab'a dans le gouvernorat de Matrouh et bien sûr sur la Méditerranée, fin 2017, l'Égypte a signé des contrats avec la société d'État russe Rosatom pour entamer la construction de 4 réacteurs nucléaires de type VVER
à 1200 MW à El Dabaa. Ces contrats portent également sur l'approvisionnement en combustible, la maintenance, la gestion de combustibles usés et la formation du personnel. Il faut dire aussi que la mise en service du premier réacteur est prévue pour 2026. Une partie de l'électricité produite servira à la désalinisation de l'eau de mer. Voyons les détails. En novembre 2015, au Caire, la Russie et l'Égypte ont signé un accord intergouvernemental finalisé en décembre 2017 d'une valeur totale de 30 milliards de dollars pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne. Les deux pays ont également signé un accord visant à accorder à l'Égypte un prêt d'État de 25 milliards de dollars pour couvrir 85% des travaux. Le reste du financement devant être couvert par des investisseurs privés égyptiens. En octobre 2029, l'Égypte doit commencer à rembourser ce prêt qui a été accordé au taux de 3% par an. Ce projet, le premier du genre en Égypte, est prévu dans le gouvernorat de Matrouh sur la côte méditerranéenne à 250 km d'Alexandrie. Il est conçu par la Société nationale russe pour l'énergie atomique Rosatom dans le cadre d'un accord de coopération nucléaire civile conclu entre les gouvernements russes et égyptiens en 2015. Le coût du projet est de 30 milliards de dollars, dont 85% seront fournis par la Russie. Le reste sera fourni par l'Égypte par l'intermédiaire d'investisseurs privés. La centrale d'El Dabaa comprendra 4 unités équipées chacune d'un réacteur VVER 1200 de génération 3 plus 1200 MW. La mise en œuvre du projet est prévue sur 12 ans. Selon le ministère égyptien de l'électricité, 20% des équipements utilisés dans la centrale nucléaire d'El Dabaa seront fabriqués dans le pays. La plupart des équipements qui seront utilisés dans la centrale nucléaire sont fabriqués en Russie et l'Égypte prépare un port pour les recevoir. En avril 2019, l'autorité des centrales nucléaires, la NPPA, a reçu un permis d'approbation de site pour le site d'El Dabaa de l'autorité égyptienne de réglementation nucléaire et de radiologie. En décembre 2019, la NPPA a signé un autre contrat avec Worley Ltd pour servir de consultant pour le projet Al Dabaa jusqu'en 2030, fournissant un soutien technique pour l'examen de la conception de la NPPA, la gestion de projet, l'approvisionnement, la gestion de la construction, la formation, le développement de procédures, l'assurance qualité et la mise en service de l'usine. Les unités prévues à El Dabaa sont désignées comme V529, une version à eau chaude des unités V491 à Leningrad 2. En plus de s'occuper de l'approvisionnement en électricité, la NPPA prévoit de construire 4 usines de dessalement nucléaire. En novembre 2019, l'AIEA a conclu un examen intégré des infrastructures nucléaires entrepris à l'invitation du gouvernement. En août 2020, la NPPA a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'un permis de construire soit délivré au second semestre de 2021. En février 2021, des représentants des gouvernements russes et égyptiens ont signalé que la pandémie de Covid-19 avait ralenti les préparatifs sur le site et on s'attendait à ce qu'un permis de construire pour l'unité 1 soit délivré en 2022 pour un début des travaux. Le plan ambitieux de l'Égypte pour l'agenda 2030 concernant le développement durable porte sur le développement du nucléaire en Égypte et question d'assurer l'approvisionnement en électricité bas carbone. Il s'agit de ne plus se baser sur l'énergie fossile, ce qu'on appelle l'énergie fossile et ses émissions en CO2. Docteur Hani Abdelaziz, est-ce qu'on pourrait quoi qu'il arrive et en dépit de l'existence de 4 réacteurs nucléaires, est-ce qu'on pourrait réellement se passer de l'énergie fossile un jour? Je pense qu'en Égypte, en tous les cas, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais l'utilisation de l'énergie fossile est limitée par rapport à l'utilisation, est déjà limitée par rapport à l'utilisation d'autres pays, disons même européens, surtout de l'Europe de l'Est par exemple. Il ne faut pas oublier qu'une partie de l'électricité égyptienne vient du haut barrage d'Assouan, barrage hydroélectrique, ce n'est pas de l'énergie fossile. Une grande partie, depuis quelques années, tout de même, utilise le gaz naturel et les découvertes dans le plan, à Zohr, dans les puits de Zohr, sur la Méditerranée, et d'autres puits dans le nord du delta.
qui remplace petit à petit l'énergie fossile, donc le pétrole. Donc moi, je n'ai pas de grandes inquiétudes dans ce domaine-là. Je pense que nous sommes sur une bonne voie pour remplacer, pendant les 20-30 années qui viennent, grâce au gaz, grâce à l'énergie nucléaire, grâce aux barrages et grâce aux éoliennes, grâce à l'énergie solaire. Vous savez, l'énergie solaire et l'énergie éolienne devraient en 2030 remplacer 20%, pas remplacer, fournir 20% de l'énergie en Égypte. C'est pas mal du tout. Et c'est dans les normes internationales. Nous serons parmi les premiers pays, je ne dis pas le premier, mais parmi les 20 ou 30 premiers pays à réaliser cet objectif de 20% d'énergie propre, renouvelable en 2030. Je pense que si nous arrivons à cela, et je trouve qu'on va y arriver grâce aux efforts qui sont faits dans différents domaines, cela sera réalisé sans... Je n'ai aucun doute là-dessus non plus. Nous sommes sur la très bonne voie, avec le gaz par exemple. Mais remplacer totalement à 100% l'énergie fossile, même l'Allemagne, elle planifie jusqu'à 2050 par exemple. Donc, n'oublions pas que, je reviendrai à ce que l'on disait au sujet de détecteurs. L'Allemagne, à un moment donné, et les pays d'Europe, à un moment donné, pensaient annuler toutes les centrales nucléaires qui existaient. Ils sont revenus en arrière, ils ont trouvé que non, au contraire, il faut les maintenir et les renouveler. Parce que c'était le meilleur moyen, c'était la meilleure solution. Donc le fait d'établir une centrale de cette importance en Égypte, avec ces 4 unités, en fait c'est 4 centrales si on veut la vérité, hein, s'inscrit dans le contexte, dans la philosophie, dans la stratégie mondiale de l'utilisation du nucléaire à des fins pacifiques. Il n'y a pas de problème, nous ne venons pas tellement en retard. On aurait dû commencer plus tôt, je l'ai déjà dit au début, mais nous ne sommes pas tellement en retard et nous sommes en totale coordination, en symbiose même avec la tendance mondiale. À votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette sensibilisation énorme de la part des pays du monde entier? C'est-à-dire le monde s'est penché vers tout ce qui est destructeur, vers cette énergie qui a pollué le monde. Les grands pays industrialisés ne se souciaient pas tellement de la biodiversité et du climat. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que le monde se pencherait à l'heure actuelle vers l'énergie propre, vers la transformation des voitures, par exemple en voitures électriques, Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette, comment dirais-je, cette renaissance, si on peut le dire? Non, mais il y a bien sûr, il y a une renaissance, il y a un nouveau dans tout le domaine, c'est tout de même la pression des opinions publiques pour la préservation de l'environnement. Nous avons eu cette conférence récemment en Grande-Bretagne. Nous l'aurons l'année prochaine à Sharm el-Sheikh dans le domaine des changements climatiques. C'est extrêmement important. Et l'on devait quitter petit à petit, mais tout de même sérieusement, l'énergie fossile qui contribue largement à ces changements climatiques importants. Mais aussi, il ne faut pas se tromper, il y a des motivations économiques, c'est des nouvelles technologies, ça va créer de nouvelles industries qui vont profiter aux pays les plus développés, etc. Donc il y a une motivation purement intéressée, économique, de la part des pays développés pour vendre leurs technologies en matière de la préservation de l'environnement. Mais cette préservation de l'environnement est absolument nécessaire pour tout le monde, pour la survie de la planète. Nous ne pouvons pas le nier. À qui la responsabilité incombe des problématiques concernant l'environnement à l'heure actuelle? Parce qu'un continent comme l'Afrique, par exemple, souffre d'émissions de carbone, de CO2, souffre de tout ce qui est néfaste, si vous voulez, à la vie humaine, à la faune et à la flore. Et finalement, qui pointer du doigt? Vous n'allez pas me pousser à mentionner des pays précis. Mais les grands pollueurs, nous les connaissons tous. Et pour être très indirect sur un programme direct comme le vôtre, regardez un peu ce qui se passe en Amazonie, hein, qui est le poumon du monde entier en termes d'oxygène. Hein, et les arbres. Même ici, on détruit des arbres. C'est dommage.
C'est dommage. Donc, mais les grands pollueurs, nous les connaissons, c'est les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et c'est là où les efforts doivent se porter. Et heureusement que l'administration américaine récente est revenue aux accords de Paris à ce sujet. Mais il y a d'autres États réticents. Vont-ils se soumettre aux principes et recommandations de la COP et aux objectifs déterminés par les COP? Et c'est déjà très bien parce qu'ils s'étaient retirés sous l'administration précédente. Mais il reste beaucoup à faire du côté asiatique, qui sont de très grands pollueurs aussi, dans le domaine des aciéries et des cimenteries à très grande échelle. Mais l'Afrique, notre continent, bien sûr, c'est un continent exploité qui a très peu d'industrie lourde, excepté peut-être en Afrique du Sud, qui est le 8e ou 9e pays le plus industrialisé du monde, en concurrence avec l'Italie. Mais nous ne sommes pas pollueurs en Afrique. Au contraire, nous subissons l'exploitation de nos ressources naturelles par ces immenses entreprises transnationales et multinationales. Le développement du nucléaire en Égypte et l'objectif d'assurer l'approvisionnement en électricité bas carbone. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte, où aucune centrale nucléaire n'est encore en fonction, développe son programme nucléaire civil afin de répondre à deux objectifs principaux. Le premier est de doubler les capacités de production d'électricité d'ici 2027 pour faire face à l'augmentation constante de la consommation liée à l'accroissement des unités de dessalement, de traitement des eaux, de l'Internet, de la croissance démographique, mais également en vue d'exporter de l'électricité vers les pays voisins comme le Soudan, l'Arabie saoudite et la Libye ou vers l'Europe. Et son second objectif est de diversifier les mix électriques et énergétiques égyptiens encore très dépendants des hydrocarbures. L'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité est donc un des piliers du développement durable, comme l'a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée en novembre dernier par l'autorité des centrales nucléaires à l'occasion de la première fête de l'énergie nucléaire organisée sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi. M. Madbouli a ajouté que le programme nucléaire égyptien bénéficiait pendant de longues décennies d'une attention très particulière en tant qu'un des piliers stratégiques pour renforcer les plans de développement. L'Égypte a été l'un des premiers pays à avoir réalisé depuis le début des années 50 du siècle dernier l'importance d'utiliser l'énergie nucléaire, selon M. Madbouli, qui a rappelé que l'Égypte a été l'un des premiers pays fondateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon le chef du gouvernement, l'Égypte possède les potentiels et les cadres qui lui permettent de se lancer dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Avec la signature de l'accord gouvernemental entre la République arabe d'Égypte et la Fédération de Russie le 19 novembre 2015, sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte est entrée dans une nouvelle ère pour commencer à réaliser le rêve nucléaire égyptien, a poursuivi M. Madbouli. Le Premier ministre a expliqué qu'assurer et diversifier les sources d'énergie et préserver l'environnement propre sont parmi les éléments essentiels pour atteindre les objectifs de la stratégie de développement durable, vision de l'Égypte 2030, lancée en février 2016. Quand on parle de l'énergie atomique et les fins d'utilisation de l'énergie atomique, nous parlons aussi d'une nécessité au niveau de la coopération technique. Et dans ce sens, l'Agence de l'énergie atomique ou l'Agence internationale de l'énergie atomique contribue à faciliter le recours aux technologies nucléaires au service du développement économique et social durable des États membres par la mise en place de formations et de projets de coopération nationaux et régionaux. Docteur Hani Abdelaziz, en quoi consiste ce genre de projets nationaux et internationaux susceptibles de faciliter la coopération technique entre les pays membres et l'AIE? Je suppose que l'agence a toute une liste de projets réalisables dans différents pays d'après le niveau de développement technique dans chaque pays. Mais moi je vois en particulier la question du manque terrible, ce qu'on appelle la pauvreté en eau, par la désalinisation. Vous avez parlé dans votre introduction
d'un sujet que je n'ai pas mentionné, mais qui m'apparaît très important, le domaine médical. Le domaine médical est très très important et il y a une utilisation progressive très importante qui se passe de jour en jour. On ne peut pas le noter chaque jour puisque ce sont des petites étapes et des petites avancées qui se font régulièrement dans le domaine de l'utilisation pacifique du nucléaire dans ce domaine particulier qui est celui de la santé et qui est très important. Mais là aussi, il faudrait une formation beaucoup plus élargie qui descendrait à des niveaux beaucoup plus modestes, au niveau des médecins, des infirmières, etc., pour faire profiter la majorité des populations tout de même de nos pays en Afrique et qui ne sont pas des populations très aisées. Nous ne pouvons pas continuer à gérer autre chose, non, gérer autrement. Nous devons progresser nous-mêmes pour pouvoir traiter nos patients africains sur le sol africain en développant ces techniques et en utilisant ces techniques de traitement par le nucléaire. Il faut y penser. C'est très pointu. Je pense que techniquement cela est très très pointu. Mais rien n'est impossible s'il y a la volonté politique. Et je pense qu'au niveau de l'Égypte, il y a une volonté politique de progrès dans tous ces domaines-là, définitivement, mais elle doit s'affirmer à tous les niveaux pour arriver au résultat et au résultat de coopération avec les autres États qui veulent bien coopérer avec l'Égypte sur le continent, même en coopération avec de grandes sociétés transnationales ou multinationales dans le domaine médical, ou même les Sud-Africains sont très développés dans ce domaine-là. Et il n'y a rien qui n'empêche une progression là-dedans. Il ne manque que la volonté politique des Sud-Africains de vouloir fonctionner avec l'Égypte dans ce domaine. Mais ils sont assez avancés. Hein. Donc il s'agit là d'une question technique et d'une question politique quand on parle du nucléaire. Les deux sont liés ensemble et par conséquent des répercussions sur l'économie. Absolument. Et la société aussi, en fin de... l'économie, c'est la société, madame. Voilà. Socio-économie. Alors donc, nous allons jeter la lumière dans notre dernier compte rendu sur cette question de coopération technique entre l'Agence de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les pays membres. Depuis 1957, l'AIEA a pour mandat d'accélérer et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Dès le premier jour de l'agence, l'assistance technique, qui fut ensuite appelée coopération technique, en a été l'un des programmes majeurs. Le programme de coopération technique a pour objectif principal d'aider les États membres à mettre en place des ressources humaines et créer des institutions et infrastructures qui permettent d'introduire et d'élargir le rôle de la technologie nucléaire de manière sûre et efficace. L'AIEA axe sa coopération sur le développement socio-économique durable, cédant des compétences acquises et des infrastructures construites par les États membres durant les 50 dernières années. Les États membres sont des partenaires à part entière dans ce programme, guidant l'agence dans le choix des activités de coopération technique, instaurant des priorités nationales et régionales et proposant des offres de formation et du support technique à l'agence et aux autres États membres. Des accords régionaux facilitent et soutiennent la coopération technique avec les pays en développement. Les centres régionaux d'expertise jouent un rôle déterminant pour le partage des connaissances liées à la technologie nucléaire et à ses applications pacifiques au sein des États membres. Si tous les États membres de l'agence peuvent en théorie bénéficier de la coopération technique, les projets et les financements au profit des pays en développement, y compris les pays les moins avancés, sont considérés comme de l'aide au développement, notamment en regard des critères établis par le Comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Le département de coopération technique regroupe 5 divisions. La division de support au programme et coordination qui regroupe la section stratégie partenariat, la division Afrique, la division Asie et Pacifique, la division Amérique latine et la division Europe. Les projets peuvent être nationaux, régionaux et interrégionaux. Les premiers projets étaient relativement modestes et d'une durée n'excédant pas 12 mois. Aujourd'hui, les projets ont tendance à durer plusieurs années. Ce constat porte tout particulièrement sur les projets régionaux.
Avant de clôturer, Dr Hani Abdelaziz, comment voyez-vous l'avenir du nucléaire en Égypte et dans la région du Proche-Orient? Eh bien, je vous remercie parce que j'avais bien en tête de dire cela, mais je l'ai gardé pour la fin. Par l'établissement de cette centrale nucléaire et de ces 4 unités de production, l'Égypte s'est installée comme pionnier dans ce domaine en Afrique et au Moyen-Orient. Je l'ai dit indirectement. L'histoire se fait en termes et se calcule en termes de décennies et de siècles. Donc la vision à moyen et long terme devrait permettre à l'Égypte de confirmer ce rôle de pionnier et de contribuer par les connaissances qui sont acquises étape par étape au développement de projets semblables. Vous l'avez dit dans le domaine de la santé, ça me tient bien à cœur, je ne l'avais pas mentionné, mais aussi dans le domaine de la désalination et dans d'autres domaines qui vont apparaître sûrement. Et de partager ces connaissances-là en tant que pionnier avec tous les pays de la région. Et de la région, quand je dis la région, je dis la dimension verticale de l'Égypte qui est méditerranéenne et nilotique, donc africaine, et horizontale qui comprend les pays du Moyen-Orient. Je pense que cela est faisable. Je pense que cette vision peut-être va se développer, qu'elle est probablement explorée. Peut-être que nous ne voulons pas brûler les étapes pour l'instant pour ne pas créer des tensions ou des petits problèmes avec d'autres pays à caractère international et mondial, en gardant une certaine modestie. Mais je répète que et ce n'est pas de l'autosuffisance exacerbée de ma part de dire que nous nous établissons en Égypte effectivement en tant que pionniers dans ce domaine. C'est le mot-clé à mon avis et qu'il faudra poursuivre les avancées et les connaissances pour pouvoir les partager. Ne serait-ce que partiellement parce que nous n'allons pas détenir pour l'instant, peut-être pour un siècle, les connaissances totales du nucléaire. Docteur Hani Abdelaziz, vous êtes ex-sous-secrétaire des Nations Unies. Merci pour ces éclaircissements et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, madame, et à votre équipe. C'était très, très aimable et j'en ai profité aussi. Merci beaucoup. Donc, le développement nucléaire, l'avenir du nucléaire en Égypte, au Proche-Orient et en Afrique est actuellement en train d'être tissé. Comme l'a mentionné notre éminente invitée, nous en avons déjà pour 12 ans avant de voir les rendements de la centrale nucléaire d'El Dabra, mais très certainement il y aura des résultats très tangibles et très fructueux et pour aller de l'avant dans ce domaine. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à suivre les activités présidentielles de la semaine. Au revoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours par visioconférence au président du comité des services de renseignement de la sécurité de l'Afrique, CISA, dans le cadre des travaux de la séance d'inauguration de la 17e conférence du comité. Le président el-Sisi suit les performances et les activités de l'autorité du canal de Suez au cours de l'année courante. Le président el-Sisi visite l'université de Kafr el-Sheikh où il a participé à un petit déjeuner avec les étudiants, les professeurs et les membres du personnel universitaire. Le président el-Sisi a tenu un dialogue avec les étudiants pour écouter leur point de vue. Le président el-Sisi visite la faculté d'intelligence artificielle à l'université de Kafr el-Sheikh et rencontre les étudiants. Le président el-Sisi inspecte le complexe des stades de l'université de Kafr el-Sheikh. Le président el-Sisi se réunit avec le PDG de la société norvégienne Scatec pour les énergies nouvelles et renouvelables, M. Raymond Carlsen.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Le président el-Sisi effectue une tournée d'inspection d'un nombre de projets de développement au Caire, notamment des routes, des axes et des ponts. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte l'aménagement de deux régions de Masr Qadima et de muraille de Magra al-Ayoun qui s'étendent de la région de Foum el-Khalig jusqu'à la citadelle de Salada. Le président el-Sisi échange des salutations avec les citoyens et les ouvriers des ateliers de poterie de Masr Qadima et écoute leurs demandes.